Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous. Cette semaine, Je vote pour la science, nous allons reparler du climat. Il fait chaud, de plus en plus chaud, et ce n'est pas sans conséquence sur notre santé. Notre climat se tropicalise, il y a de plus en plus de périodes de chaleur intense et deux saisons très marquées, l'hiver et l'été. Les changements climatiques augmentent l'incidence des maladies infectieuses et plus particulièrement le risque de zoonose. Les zoonoses sont des infections causées par les virus, les bactéries, les parasites, qui se transmettent entre les animaux et les humains. On pense tout de suite à la maladie de Lyme, qui fait beaucoup parler d'elle, transmise par les tiques infectées. Le Québec et le Canada ne restent pas les bras ballants devant l'augmentation du risque. Ils se sont dotés de comités et de groupes de recherche scientifiques qui font le lien entre les zoonoses et les changements climatiques. J'en parle tout d'abord avec la docteure Alexandra Iracema, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. Elle agit comme médecin conseil dans l'équipe des zoonoses de la direction de risques biologiques et de la santé au travail. Elle est présidente du comité scientifique sur les zoonoses et l'adaptation au changement climatique. Bonjour. Bonjour. Le comité scientifique sur les zoonoses et d'adaptation au changement climatique existe depuis un an. Pouvez-vous nous rappeler le contexte de sa création? Oui, bien sûr. Bon, le comité scientifique est un jeune comité et il a à peine un an et demi de vie. Il a été implanté à l'intérieur d'une stratégie gouvernementale. Alors, le gouvernement du Québec s'est doté d'un plan d'action 2013-2020 sur le changement climatique qui s'appelle le Québec en action vert 2020. Ce plan d'action a plusieurs priorités, mais s'articule sur deux grands axes, dont l'adaptation au changement climatique et la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Donc, à l'intérieur de ces plans d'action, le ministère de la Santé et l'Institut national de santé publique du Québec ont conclu une entente pour soutenir la recherche et prévenir et limiter les maladies infectieuses reliées au changement climatique. Ce comité-là fait partie de cette entente-là. Quelles sont les personnes qui le composent et quel est son mandat? Alors, le comité est composé d'une équipe centrale. À cette équipe centrale siègent les responsables des groupes scientifiques qui sont rattachés au comité scientifique, c'est-à-dire le groupe qui s'occupe des maladies infectieuses transmises par les moustiques, un deuxième groupe qui est maladies infectieuses transmises par les tiques et les zoonoses entériques qui est le troisième groupe. Donc, quand on va s'asseoir à l'équipe centrale, on ajoute des représentants du ministère de la Santé et quelqu'un qui vient de l'Observatoire sur les zoonoses et les changements climatiques, en plus de la coordonnatrice de l'unité, pour bien mener à bien la fonction de ce comité scientifique, qui est surtout de soutenir la prise de décision ministérielle en fournissant notre expertise, autant en surveillance, en recherche, en méthodologie. On fait des recommandations, mais surtout, on travaille sur l'analyse des risques pour soutenir la décision ministérielle qui, elle va porter sur la gestion des risques. Oui, le comité se penche plus particulièrement sur 3 problématiques. Quelles sont-elles? Comme je viens de vous nommer, c'est les problématiques qui sont reliées à ces groupes-là. Donc, les maladies entériques, les maladies transmises par les tiques et les maladies transmises par les moustiques. Oui. Quelle est, selon vous, la maladie la plus inquiétante liée peut-être au changement du climat? C'est difficile à dire quelle est la plus importante parmi toutes ces maladies. C'est sûr que ce qui est inquiétant, c'est que ces maladies-là, il y en a certaines qui s'installent, sont nouvelles, ce qu'on appelle des maladies émergentes. Il y en a d'autres qui sont déjà là, qui sont bien connues
mais qui progresse un peu en termes de nombre de cas, mais qui progresse aussi en termes des territoires. Ils avancent sur les territoires, surtout du sud vers le nord. Donc, c'est difficile d'identifier une maladie ou quelques maladies inquiétantes qui nous affecteraient au Québec. Mais la maladie de Lyme? Oui, effectivement. Je voudrais vous parler de chacune de ces problématiques-là très, très succinctement. Donc, quand on parle des moustiques, le problème, c'est que les moustiques sont partout, sont en été, et tout le monde, à différents niveaux, s'est fait piquer par les moustiques. Et les moustiques peuvent transmettre des maladies, mais surtout le problème, c'est que la piqûre de moustiques est banalisée. Donc, la population est moins incline à se protéger contre les piqûres de moustiques. Et si on a un message à faire passer, c'est effectivement, il faut se protéger de la piqûre des moustiques parce que ils sont transmetteurs des maladies, ou ils peuvent transmettre des maladies. Pour les maladies transmises par les tiques, ça c'est différent parce que ça se passe pas en ville, ça se passe en région, ça se passe dans les parcs, dans les forêts, les gens qui vont se promener. Et là, les tiques, les gens peuvent se faire piquer par des tiques qui sont minuscules, ils se passent inaperçus et ils peuvent transmettre certaines maladies, dont la maladie de Lyme, qui est une maladie pour laquelle on a un traitement qui est efficace, mais ce qui est important, c'est de savoir que les gens, en s'inspectant au moment de prendre leur bain, ils peuvent trouver la tique accrochée à la peau, la détacher, et si elle n'est pas restée longtemps, le risque de transmission de la maladie diminue. Donc, la troisième problématique? La troisième problématique, c'est les maladies entériques. Alors, les changements des températures, on sait bien que à partir du moment où la température augmente, pour chaque degré d'augmentation de la température, le nombre des cas, par exemple des salmonelloses ou des maladies transmises comme le campylobactère, augmente avec chaque degré de température. Oui. Donc, vous voyez... Oui, c'est très lié au climat. Docteur Iracema, c'est tout le temps qu'on a malheureusement. Merci beaucoup de votre participation. Alors, on parlait avec la docteure Alexandra Iracema, la présidente du comité scientifique sur les zoonoses et l'adaptation au changement climatique. Merci. Merci à vous. Au revoir. Nous allons poursuivre avec un des membres de ce comité scientifique dont nous parlions il y a un instant, le professeur Jean-Pierre Vaillancourt, directeur adjoint de l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux zoonoses et à participer au comité scientifique sur les zoonoses et l'adaptation des changements climatiques? Ah bien, parce que c'est une problématique qui est émergente. Les zoonoses, il y en a à peu près 875 maladies qu'on partage entre l'être humain et les animaux. Alors, et avec les changements climatiques, il y a plusieurs de ces maladies-là qui émergent. C'est donc un domaine qui est très dynamique et où il y a vraiment des problématiques au niveau mondial, jusqu'au même au niveau canadien, québécois. Alors, c'est un domaine intéressant. Si c'est émergent, c'est dû au climat, au changement climatique? Il n'y a rien de nouveau pour ce qui est de l'émergence. Il y a plus, écoutez, depuis 1940, on a au niveau de l'être humain 335 maladies infectieuses essentiellement qui ont émergé. Donc, le phénomène d'émergence est pas vraiment nouveau, mais je dirais que depuis les années 80, il y a une augmentation de l'incidence de ces maladies émergentes-là. Faut bien comprendre que il y a les changements climatiques qui font, entre autres, que les vecteurs, là, des insectes en particulier, se trouvent à se développer des nouveaux territoires. Alors, un exemple classique au Canada, c'est la maladie de Lyme.
qui est transmise par une tique et qui n'était essentiellement pas sur le territoire canadien avant le début des années 90. Et aujourd'hui, on la retrouve rendue sur la rive nord là, au Québec. Alors c'est ces changements-là en particulier, le fait que l'être humain est de plus en plus présent dans des territoires, développe des territoires et se trouve à empiéter sur des écosystèmes de maladies qui avant circulaient seulement chez l'animal et puis que là, aujourd'hui, certaines de ces maladies-là se trouvent affecter l'être humain également. Lorsqu'on parle de zoonose, on parle de quelle maladie? On parle de virus, on parle de bactéries, on parle de protozoaires, on parle de champignons. Il y a énormément de maladies. Ce qu'on a dans les nouvelles récemment, le fameux virus Zika, par exemple, c'est un virus qu'on retrouve chez les singes. On retrouve ça chez plusieurs vertébrés en Afrique, puis maintenant en Amérique du Sud, et ça monte vers le nord. On retrouve, les salmonelles, les campylobactères qui causent des problèmes d'entérite chez l'être humain. Ça cause également des problèmes où ils sont. Des fois, ça cause pas des problèmes, mais les animaux vont être porteurs de ces bactéries-là. Il y a plusieurs maladies. L'anthrax, un clostridium, qui est une maladie qui peut être fatale. On retrouve ça entre autres chez les bovins et ça peut évidemment affecter l'être humain. Alors, il y a énormément de maladies comme ça qu'on retrouve parmi les zoonoses. Et au Québec, on retrouve lesquelles plus particulièrement? Là, il y a la maladie de Lyme, qui évidemment est une maladie causée par une bactérie. On a la maladie de l'Ouest, ce qu'on appelle ça West Nile en anglais, du Nil. Oui, comme tel. On a quelques autres virus et des encéphalites virales qui sont zoonotiques. On a, comme je vous ai mentionné, la salmonelle, campylobactère, potentiellement la listériose. Quand on a eu la fameuse épidémie de listériose dans le fromage, ces choses-là, tout ça, ce sont des zoonoses qui sont d'intérêt pour le Québec. Oui, est-ce que c'est courant qu'une maladie passe de l'animal à l'homme, qu'on partage un petit peu les mêmes... Oui, absolument. C'est absolument fréquent. D'ailleurs, je dirais que c'est un événement journalier, essentiellement. Parmi les maladies que j'ai pas mentionnées, il y a la rage. Ça, par contre, c'est rare que ça va aller atteindre l'être humain. Là. On a des programmes de vaccination pour les animaux, c'est en particulier les chiens, les chats, etc. Là. Mais c'est sûr que de plus en plus, plus il y a de monde, plus il y a d'animaux confinés dans le même endroit, plus il y a des risques de partage de maladies. Ça peut être la toxoplasmose, une maladie parasitaire, par exemple, qu'on peut retrouver là chez le chat, qui peut affecter l'être humain. Alors ça, c'est pas des événements qui sont rares. Non, hein? On a ça depuis un petit peu longtemps, mais est-ce que ça change? Qu'est-ce qui nous attend avec les changements climatiques? Est-ce qu'il y a une accélération? Est-ce qu'on a... Oui, ce qui arrive, c'est que il y a plusieurs. On regarde, il y a plusieurs modèles. Ce qui se passe, c'est que les changements climatiques vont avoir un impact très variable dans le monde. Dans le premier monde dont on fait partie, là, les pays riches, on a des capacités d'adaptation. Alors pour nous, il va falloir, entre autres, tenir compte d'une maladie comme la maladie de Lyme, mais
comme tel, c'est pas trop difficile de s'adapter. Dans des pays plus pauvres, là, en Afrique centrale en particulier, ces endroits-là, ils vont avoir beaucoup de problèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'impact des changements climatiques, ça a un impact également sur la capacité de produire au niveau de l'agriculture. Alors, il va même y avoir un manque de nourriture pour directement pour l'être humain, mais également pour le cheptel animal. Et ça va amener des déplacements. Il va y avoir littéralement, là, on va voir au cours des prochaines décennies, des gros problèmes qui vont se développer à ce niveau-là. Pour nous, au Québec, on va devoir mettre en place des moyens de s'adapter, mais ça ne sera pas aussi spectaculaire que dans des pays plus pauvres. Oui, au Québec, on a plusieurs chercheurs qui s'intéressent, donc qui appartiennent au groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique, qui s'intéressent aux zoonoses. Sur quoi se penchent-ils plus particulièrement? Ils travaillent sur la rage, ils ont travaillé sur la fièvre Q, c'est quoi la fièvre Q? Bactérienne. Ils travaillent évidemment beaucoup sur la maladie de Lyme. Vous savez, la maladie de Lyme, on prononce Lyme, certains disent Lyme, là, mais on dit Lyme parce que c'est le nom en fait de l'endroit d'où ça vient et à l'origine. Et cette condition-là est la première vraiment zoonose où on peut démontrer que c'est l'impact des changements climatiques qui fait en sorte qu'il y a une émergence dans de nouvelles régions. Au niveau non zoonotique, là, vous avez l'équivalent serait, jusqu'à un certain point, c'est le paludisme. Il y en a qui appellent ça la malaria, là, c'est le terme anglais. Le paludisme et la maladie de Lyme sont deux conditions qui définitivement émergent à de nouveaux endroits à cause principalement des changements climatiques. Mais est-ce qu'on a de la difficulté à prédire? Parce que si on fait de la modélisation là à partir des facteurs de risque qu'on connaît, on peut prédire jusqu'à un certain point là où va aller ces maladies-là. Mais dans le cas, entre autres, du paludisme, il y a tellement de choses que l'être humain peut faire pour se protéger ou empirer la situation qu'on a un tas de facteurs sociaux qui sont difficiles à mesurer et qui vont avoir un impact. C'est-à-dire, quel genre de facteurs sociaux? La capacité de pouvoir se protéger. Les endroits où il y a un manque d'éducation et les gens vont pas faire des choses de base pour se protéger d'être piqués, par exemple, par soit des tiques ou des moustiques ou selon la maladie. Il y en a que c'est difficile de le faire, de se protéger, d'avoir des moustiquaires, des choses comme ça. Il va y avoir des mouvements. C'est sûr qu'au Québec, comme je vous dis, c'est un peu plus prévisible parce que on est un pays riche. On a l'hiver qui aide jusqu'à un certain point parce que quand il fait moins 20, la probabilité d'être piqué par une tique dans une forêt, on peut le dire, c'est à peu près nul, là. C'est impossible, en fait. Alors, on a des facteurs qui nous favorisent à ce niveau-là, mais c'est surtout le fait qu'au niveau social, au niveau système d'éducation, communication, on est en moyen d'alerter la population si on a une région où on pense que la maladie fait des progrès, là. Alors, il y a les médias sociaux, il y a toutes ces choses-là qui font qu'on peut s'adapter et diminuer l'impact de ces maladies-là. Mais c'est certain que depuis le début des années 80, je dirais, vous avez l'influenza aviaire, par exemple, qui est pour l'instant n'a pas affecté le Québec. Et lorsqu'elle a affecté le Canada, c'était comme dans l'Ouest canadien, là, en Colombie-Britannique, il y a eu un petit impact. Là, ça pouvait causer une conjonctivite. C'était plutôt un problème de maladie du poulet comme tel. Là. Mais encore là, vous savez, ça, c'est des maladies qui peuvent affecter à l'occasion l'être humain, mais ça peut l'affecter d'une autre façon également. Si vous avez des troupeaux puis tous les oiseaux meurent, ça a un impact économique important, puis éventuellement, ça a un impact au niveau de la communauté rurale. Quand vous perdez des millions de dollars, les gens vont moins au restaurant, ils vont
moins se déplacer pour aller ailleurs. Il va y avoir des au niveau social, au niveau psychologique, des impacts. Alors, je veux pas être l'oiseau de malheur, là. On faut pas imaginer là une fin du monde, là. Mais il reste que ces choses-là semblent arriver, et avec les changements climatiques, on a des événements climatiques spectaculaires de plus en plus qui sont en plus forte fréquence, et tout ça peut avoir un impact sur les maladies infectieuses. Vous, plus particulièrement, sur quoi travaillez-vous? Moi, je me penche présentement sur le contrôle des réservoirs des zoonoses. Donc, je travaille en biosécurité. Donc, autrement dit, si on parle d'influenza aviaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que le virus puisse se propager et aller dans des régions où il peut causer un problème. Alors ça, je fais ça. Présentement, je vais commencer des projets en Europe, là où il y a eu des épidémies récentes, en France en particulier, et je vais en Afrique. Devrais aller au début de l'année prochaine au Bangladesh pour essayer de travailler avec parce que les autres là-bas, c'est le H5N1 d'Asie, là, la souche qui peut être mortelle pour l'être humain. Alors, on essaie de travailler pour réduire la pression d'infection, réduire le contact entre ce virus-là et l'être humain. Puis c'est une façon de le faire, c'est en essayant de diminuer le contact, la présence du virus au niveau du cheptel avicole de ces pays-là. C'est quelque chose dont on est préservé ici, au Québec? Passablement, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, mais pour l'instant, le Québec n'a pas eu de problème. La dernière épidémie date de 2015 en Ontario, et ce n'était pas une zoonose, c'était un virus de l'influenza aviaire, mais ils sont pas tous zoonotiques. Alors ça, c'est une autre chose. À l'occasion, vous avez des maladies comme ça qui ne sont pas systématiquement un problème pour l'être humain. Mais évidemment, on le sait seulement lorsqu'on est en mesure d'isoler le pathogène et de déterminer s'il peut causer une maladie ou pas chez l'être humain. Oui, de connaître la souche. Merci beaucoup. On était en compagnie du professeur Jean-Pierre Vaillancourt de l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Je vous remercie. Nicolas Ogden, chercheur scientifique au Laboratoire national de microbiologie à l'Agence de santé publique du Canada, professeur associé à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal et membre actif du groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique. Bonjour, professeur Ogden. Bonjour et merci pour l'opportunité de parler avec vous. Vous êtes un expert reconnu de la maladie de Lyme. Rappelez-nous comment on contracte cette maladie et les risques au Québec. C'est une maladie qui est en train d'émerger au Canada, Québec inclus. C'est une maladie transmise par une tique qui est en train de s'établir dans le sud du Canada. C'est un parasite effectivement des animaux de la faune, les cerfs, les petits mammifères, les oiseaux. Et les petits rongeurs, les oiseaux, la maladie chez les humains, c'est en croissance corrélée avec l'augmentation de l'étendue géographique de la tique dans le sud du Canada. Oui, concrètement, sur quoi travaillez-vous? Premièrement, c'est à être capable d'identifier exactement où sont les tiques. Avec les campagnes de surveillance sur terrain, on peut trouver des tiques. Si on piège les rongeurs, on peut trouver les tiques sur les rongeurs. Aussi, nous sommes en train de revisiter les sites pour voir la croissance, parce qu'on est en mode d'émergence. Et il y a deux choses qui sont en croissance. Premièrement, l'abondance des tiques et aussi la proportion de ces tiques qui sont infectées. Ça monte. Donc, on est en train de suivre ça et essayer de comprendre ça. Et nous sommes en train de préparer avec nos études les prédictions pour le risque dans le futur. Oui, le climat se réchauffe, les zoonoses nous affectent de plus en plus. Nous devons nous adapter, mais comment?
de mon côté, c'est d'être bien préparé pour les risques qui s'en viennent. Donc, c'est un processus de recherche sur les facteurs qui limitent l'occurrence, la présence, l'absence, l'abondance des maladies vectorielles, des autres maladies. Comprendre le rôle du climat par rapport aux autres facteurs, comme habitat, l'abondance des eaux, les facteurs humains. Et avec cette connaissance, produire des prédictions pour le futur, où et quand on va avoir des risques. Préparer la santé publique, les professionnels de la santé publique et les professions médicales pour être capable de reconnaître les maladies, détecter dans les personnes affectées, comprendre comment on a traité les maladies, mais aussi d'être capable de faire la surveillance et d'être capable d'avoir des outils, des méthodologies pour le contrôle de ces défis de santé publique. Merci beaucoup. Nous étions en compagnie de Nicolas Ogden de l'Agence de santé publique du Canada. Merci. OK, merci. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Vital Côté. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et bien sûr, toujours nous suivre sur Facebook et Twitter. Écrivez-nous. À la semaine prochaine. Conscience constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy montre ses résultats et avec son accent chinois il dit comme ça: disco up, disco down, we're not sure we have to do another time. Disco up, disco down, I like cDNA microarray. Pas un mot de son exposé en français, même chose depuis qu'il est engagé. Oh yeah. Les réunions de la Beauce se font en anglais, même s'il est le seul à le parler. You know. Thousands that go up and down with each stimuli. You, the next candidate on, the gene is right. Pendant que Dr. Roy montre ses résultats et avec son accent chinois il dit comme ça: disco up, disco down, we're not sure we have to do another time. Disco up, disco down, I like cDNA microarray. Disco, disco, génétique.